Alors, je m'appelle Patrick Jean, je suis auteur-réalisateur. J'ai fait essentiellement des films, des longs métrages pour le cinéma ou la télévision, à partir de sujets, on va dire, sociologiques. Et je m'intéresse généralement aux rapports de domination. Et puis j'ai écrit aussi un ou deux livres, et le dernier qui s'appelle La loi des pères, qui est sur la question d'un gigantesque tabou autour des violences sexuelles sur les enfants dans nos sociétés occidentales, en particulier la France, et particulièrement dans le cadre familial. La pédocriminalité, c'est un terme juridique, c'est-à-dire c'est un crime ou un délit qui touche les pédocriminels. Donc c'est quand un pédocriminel passe à l'acte, quand un pédophile, pardon, passe à l'acte et agresse sexuellement ou viole un enfant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas en France de pédocriminels avant 1833, puisqu'il n'y a pas de crime et délit qui ait été prévu par le code pénal avant cette date. Alors, euh, il faut faire attention, pédophile, ça ne veut pas dire phile, on sait bien qu'il y a une racine grecque, mais l'étymologie, ça ne fait pas le sens. Ce qu'on appelle des philies, il y a la scatophilie, il y a toutes sortes de paraphilies qui sont décrites. C'est pas un terme positif, hein. Le pédophile n'est pas celui qui aime les enfants, c'est une problématique psychiatrique. Alors tous les pédophiles ne sont pas pédocriminels, il y a ce qu'on appelle les abstinents, donc qui ont une attirance pour le corps des enfants, mais qui ne sont jamais passés à l'acte, et certains font même des tentatives de thérapie et autres pour s'empêcher de passer à l'acte, pour des raisons éthiques. Et puis il y a la question de l'inceste. Alors l'inceste, c'est l'acte sexuel qui est interdit dans le cadre familial. C'est un phénomène qu'on voit dans toutes les sociétés du monde, mais qui n'est pas toujours décrit de la même manière. Alors grosso modo, ce qu'on retrouve dans toutes les sociétés du monde, c'est le rapport sexuel entre le parent et l'enfant, entre le frère et la sœur. Ça, c'est quand même assez commun. Après, il y a des différences entre cousins, oncles, tantes et neveux. C'est pas toujours exactement la même chose. Alors, quand on parle d'inceste chez nous, dans la plupart des cas, il s'agit des rapports parents-enfants. Et dans l'immense majorité des cas, un fifrelin près, c'est le père et un de ses enfants, garçon ou fille, avec une surreprésentation des filles, semble-t-il, dans toutes les études. Euh, et voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les hommes incestueux, donc qui violent leur enfant, par exemple, ne sont pas nécessairement pédophiles par ailleurs. Donc certains ne vont commettre que ce crime-là ou ce délit-là. Certains sont à la fois pédophiles ou pédocriminels et incestueux. Donc voilà, il faut bien différencier les trois termes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on retrouve dans toutes les études euh, une parfaite linéarité des phénomènes de violence sexuelle faite aux enfants dans toutes les classes sociales. Il y a une légère surreprésentation qu'on mesure parfois chez les filles de cadres. Mais l'idée que l'inceste se pratique dans les milieux populaires, chez les pauvres, avinés, etc., c'est un vieux stéréotype hein, des classes dangereuses. C'est ce qu'on pensait aussi de la violence conjugale. On pensait que les types qui battaient leurs femmes, c'était des chômeurs qui picolaient. On sait aujourd'hui que c'est exactement la même chose dans toutes les classes sociales. Il y en a certaines où ça se voit moins parce qu'il y a des phénomènes qui font que ça apparaît moins, c'est plus tabou encore peut-être dans certaines classes sociales, mais en tout cas pour ce qui est de la violence sexuelle et du viol des enfants, c'est vraiment transversal. On voit que ce sont des hommes de toute profession, de toute religion, de toute origine, il y a aucune particularité. Les religions, par exemple, on voit bien que le scandale qu'on a connu dans l'Église en France, il y a eu exactement le même scandale en Israël dans les écoles religieuses où des rabbins avaient violé des enfants en très 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 grand nombre, et semble-t-il depuis toujours. Enfin, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rattaché à une culture ou une religion, et pour cause. C'est lié au fondement même du patriarcat, c'est-à-dire au fait que les hommes, on va peut-être y revenir, et les pères en particulier, possèdent le corps des femmes et des enfants. Et donc, ça s'est créé sans doute il y a 200, 250 000 ans.
chez nos ancêtres sapiens, l'échange des femmes et donc l'interdit de l'inceste. Donc c'est 200 ou 250 000 ans, c'est très 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 antérieur à l'invention de toutes les sociétés et civilisations qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est à une époque où Sapiens n'a pas encore quitté l'Afrique. Donc on est bien avant le monothéisme. Donc évidemment, tout ce qui s'est construit ensuite s'est construit sur cette base-là, et c'est pour ça qu'on retrouve ça absolument partout. Ce que l'anthropologue française Françoise Héritier a mis en lumière, c'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. C'est-à-dire que dans toutes les cultures du monde, elle a expliqué pourquoi et comment ça s'est formé à travers le temps, le masculin et le féminin sont organisés selon une hiérarchie. Ce qui appartient au masculin est hiérarchiquement supérieur à ce qui appartient au pôle féminin. Pas seulement les hommes et les femmes, qui sont évidemment masculins et féminins, mais tous nos concepts masculins sont hiérarchiquement supérieurs à leur opposé qui est féminin. C'est-à-dire que nos concepts, on peut remarquer, ils sont binaires. On sait aussi pourquoi. On continue aujourd'hui à regarder le monde avec des concepts binaires, le haut, le bas, le chaud, le froid, la gauche, la droite, l'immanent, le transcendant, le bien, le mal. On peut réfléchir, quasiment tous nos concepts sont binaires. Et il y en a toujours un qui est considéré comme appartenant au pôle masculin et l'autre au pôle féminin. Et ceux qui sont masculins sont supérieurs. Dans notre société, par exemple, il vaut mieux être chaud que froid, sec que humide, dur que mou, transcendant qu'immanent. Et ces règles de, de fonctionnement de la structure sociale, ben, il y a une autre règle aussi, c'est que celui qui est né avant est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après. Alors là aussi, on a des explications, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qui est très important de voir, c'est que la conjonction de ces deux règles, celui qui est né avant est supérieur et ce qui est masculin est supérieur, eh bien, celui qui est né avant et qui est masculin, c'est le père. Voilà. Donc celui qui est le père, c'est celui qui est le chef de famille, on disait ça encore hein, il n'y a pas longtemps, c'est lui qui donne son nom, et il est propriétaire du corps des femmes et des enfants. Alors, on peut le voir de manière historique, anthropologique, et voir pourquoi ça s'est fait comme ça. Il y a des raisons utilitaristes. C'est pas pour des raisons religieuses ou morales ou autres. Ce sont des raisons utilitaristes. Lévi-Strauss a bien montré que l'interdiction de l'inceste s'est imposée parce que, non pas pour des raisons morales, mais parce qu'on échangeait les filles et que l'échange de filles permettait de faire des alliances entre des clans. Il faut se dire que nos ancêtres étaient des nomades, peut-être même pas encore chasseurs. Ils se déplacent en permanence, ils vivent par groupes familiaux. Et à un certain moment, ils commencent à créer des alliances entre des familles, à l'extérieur de la famille. Et le moyen de créer l'alliance, eh bien, c'est je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur, ou je te donne ma fille, tu me donnes ta fille. Et donc, bah, pour pouvoir créer ces alliances, à travers le corps des femmes et des filles, eh bien, on s'interdit soi-même de les utiliser pour se reproduire. Et donc, c'est vraiment une vision utile, parce que c'est tellement utile d'avoir un beau-frère, ou d'avoir un beau-fils, ou d'avoir un beau-père, parce que quand on est allié, on peut s'aider, on peut faire des choses ensemble. Et donc, Lévi-Strauss disait, c'est la naissance même de la civilisation, c'est le début de la culture, c'est quand on commence à tisser du lien en dehors de la famille. Ça veut dire que toute civilisation, parce que toutes se sont construites là-dessus, sont fondées sur cette règle qui consiste à dire que on peut échanger le corps des femmes. Le corps des femmes est un outil de reproduction, c'est l'homme qui se reproduit, c'est pas le couple, c'est l'homme qui se reproduit dans le corps de la femme, et le corps de la femme est un outil de reproduction dont l'homme est propriétaire, puisqu'il peut l'échanger. C'est un bien mobilier. Ça, on le retrouve partout. On le retrouve dans toutes les cultures, on le retrouve à des époques beaucoup plus récentes. Si vous prenez l'Empire en France, ben, Napoléon Bonaparte disait en toutes lettres que le corps des femmes et des enfants appartiennent à l'homme, disait-il, comme l'arbre et les fruits appartiennent aux jardiniers. Donc il y a aussi cette métaphore de la semence, la femme c'est la terre et l'homme c'est celui qui sème et la semence. C'est ce qu'on dit encore aux enfants quand on leur dit c'est papa qui a mis une petite graine. Hein, on ne dit pas maman avait une graine et papa une graine et les deux graines se sont mélangées. Non, on dit papa a mis une graine dans maman et la graine est devenue un bébé. C'est ce qu'on raconte encore dans des livres jeunesse qui sont vendus encore aujourd'hui. Et donc tout cela fait que les hommes sont propriétaires du corps des femmes. En France, jusque dans les années 70, ils peuvent violer leurs femmes. C'est pas un viol, ils utilisent sexuellement le corps de leur femme comme bon leur semble, ils en sont propriétaires, donc c'est très 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 récent. Et c'est la même chose pour le corps des enfants. Le père est alors il est le chef de la famille, il a autorité, devoir de protection, mais il est propriétaire des corps. Et puisqu'il est propriétaire des corps,
qu'il a ce droit archaïque qui aujourd'hui est un droit qui est interdit. Mais c'est pas parce qu'un droit n'est plus un droit qu'il n'est plus actualisé. Eh bien, le viol conjugal, c'est quelque chose d'assez banal encore aujourd'hui. Malheureusement, on sait très bien que dans la violence conjugale, le viol conjugal, ça en fait partie. Et le corps des enfants, eh bien, les hommes qui violent leurs propres enfants, Françoise Héritier disait, ils ne font que réactualiser un droit archaïque de propriété sur leur corps, sur le corps de leurs propres enfants. Ce qui explique que certains pères incestueux ne sont pas, beaucoup de pères incestueux ne sont pas pédocriminels par ailleurs. Certains oui, hein, on voit très bien que quand on fouille leur ordinateur, on voit qu'ils ont des collections de vidéos pédopornographiques, mais pas tous, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et on voit aussi que les agressions sexuelles commencent très souvent au moment de la séparation, ou juste après. C'est-à-dire que ces hommes qui, dans ce droit archaïque de propriété, voient leur propriété s'échapper, leur échapper, hein, comment cette femme, cette chose qui m'appartenait, elle a le droit de partir, et en plus la société est de son côté, puisqu'on lui a donné le droit de partir. Dans beaucoup d'endroits du monde, les femmes n'ont pas le droit de partir, hein, c'est l'homme qui décide si on divorce ou pas. Chez nous, et dans une grande partie du monde aujourd'hui, les femmes peuvent divorcer, donc cette propriété s'en va, et elle s'en va avec d'autres propriétés. Hein, elle s'en va avec les meubles, d'une certaine manière, avec les enfants. Elle part avec ce qui, dans le royaume de l'homme, du père, était sa propriété, sa chose. Et donc, c'est souvent à ce moment-là, on le remarque, que des agressions sexuelles ou viols d'enfants dans le cadre familial débutent. Comme si il y avait à un certain moment une sorte de réappropriation du corps par l'agression sexuelle. Alors c'est un retour de bâton patriarcal, c'est aussi une vengeance vis-à-vis de la femme. C'est ah, tu es parti avec les enfants, eh bien je vais me venger. Et je vais me venger sur leur corps. Parce que en plus, je sais que c'est ça qui te fera le plus mal. Donc oui, il y a ça aussi. Et on voit bien dans les histoires que très souvent c'est mélangé avec des histoires de violence conjugale. Tout ça se tient. On est vraiment dans un rapport de domination dans ce qu'il a de plus brutal. Le masculinisme, c'est, et là je me réfère à des chercheuses et chercheurs comme Mélissa Blès et d'autres, c'est l'organisation d'un combat politique antiféministe et qui veut se battre contre toutes les valeurs féministes, c'est-à-dire contre l'égalité, qui refuse l'égalité. Et donc qui sont nostalgiques d'une forme de patriarcat que connaissaient très souvent, dans ce qu'ils décrivent, que connaissaient nos grands-parents. Et de manière assez fantasmée. Donc les masculinistes regrettent que il n'y ait plus une séparation aussi claire des tâches, hein, qui est, parce que c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures du monde, là, c'est la distribution sexuée des tâches. Chez nous, on voit bien que c'est quelque chose qui bouge très fort et qu'on a des femmes ministres, médecins, chirurgiennes et autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La figure du père, elle est très importante pour eux, parce qu'évidemment, la figure du père, quand je dis le père, c'est pas le papa. Moi, je suis un papa, donc je ne suis pas contre les papas, ça serait stupide. Pour moi, le papa, c'est le parent de sexe masculin, il peut y en avoir deux dans un couple d'ailleurs, mais on a l'habitude de dire papa quand c'est un homme. C'est celui qui éduque, protège, aime ses enfants. Quand je dis le père, c'est la position politique, c'est-à-dire la position de pouvoir. Moi, j'estime vouloir, je ne sais pas si j'y arrive, c'est pas à moi de le dire, mais je désire être un papa et ne pas être un père. C'est-à-dire être un homme, puisque je suis un homme, qui éduque, qui aime, qui soigne, mais sans avoir de pouvoir. Parce que j'estime que je n'ai pas de pouvoir à avoir ni sur aucune femme, ni sur des enfants. Je le considère, je ne le vois pas en termes de pouvoir, ni d'autorité. J'aime pas ces mots-là. Pour les masculinistes, c'est le contraire. Évidemment, la question du pouvoir du père, elle est centrale, d'une part, pour des raisons anthropologiques que j'ai mentionnées, mais d'autre part, quand j'ai approché des masculinistes au Québec, ils m'ont très bien expliqué qu'il y avait une dimension marketing à la question du père. C'est-à-dire que leur combat pour le droit des hommes et pour un patriarcat assumé, il passe beaucoup mieux dans les médias quand il est véhiculé par un combat des pères. Parce que qui
peut s'opposer à des hommes qui disent moi je veux être un gentil papa, je veux être un père, on m'a séparé de mes enfants, parce que c'est souvent ça qui est dit et qui est répété dans la presse. On dit en permanence que la justice sépare les enfants des pères, ce qui est faux. Quand on regarde les chiffres, c'est absolument faux. Mais ils le répètent en permanence. Et donc ils font, entre guillemets, pleurer dans les chaumières en disant je suis un pauvre papa, je n'ai pas vu mon enfant depuis X temps. Bon, après, ils ne racontent pas toujours ce qu'ils font avec leurs enfants. Et donc, chez les masculinistes, cette dimension-là, elle est importante. Et c'est là que j'ai découvert, d'ailleurs, c'est cette idéologie qui est apparue, qui est réapparue en Amérique du Nord dans les années 80, le syndrome d'aliénation parentale, etc., qui sont des vieilles histoires qu'on trouve en France, par exemple, dans la première moitié du 19e siècle, où dès qu'on légifère contre les agressions sexuelles d'enfants, eh bien, il y a des médecins qui vont dire non, non, mais ça n'existe pas. Ce sont des mères, toujours la mère, parce que la mère, évidemment, c'est celle qui veut s'approprier les enfants, séparer le père, c'est le stéréotype de la louve, etc. Donc, ce sont des mères qui ont mis ça dans la tête des enfants, qui ont poussé les enfants à mentir, à inventer des agressions sexuelles pour se venger d'un mari gênant, d'un notable, d'un curé, du maire du village, etc. Donc cette idée déjà de la fausseté, du mensonge à propos d'agressions sexuelles de mineurs, et que ce soit les mères qui aient inventé ça et qui aient mis ça dans la tête des enfants, c'est début 19e en France. Dans les années 1980 aux États-Unis, à un moment où justement, après les années 70, où il y avait une volonté de libération, c'est le mot qu'ils employaient, des pédophiles, et des pédocriminels en l'occurrence. En France, on connaît maintenant l'affaire Maznev, euh, qui est une affaire très connue de tous les gens qui s'intéressent à ça depuis toujours. Mais bon, les médias font semblant de l'avoir découverte récemment, cette affaire. En réalité, c'est dans tout l'Occident. C'est-à-dire que dans tous les pays occidentaux, il y a des associations qui ont pignon sur rue, qui militent pour les droits, disent-ils, des pédophiles. Ils emploient le mot pédophile et ils sont fiers de l'être. Euh, les années 70, évidemment, c'est un grand moment de libération. C'est le moment où les femmes vont revendiquer des droits qu'elles n'ont pas encore. Grand mouvement féministe, grand mouvement aussi d'homosexuels. Et les pédocriminels s'engouffrent là-dedans en disant nous aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on explique que tous les intellectuels les ont soutenus parce qu'il y avait cette idée qu'il fallait ouvrir les portes et les fenêtres et qu'après tout, les enfants pouvaient avoir des relations sexuelles avec les adultes. Pourquoi les enfants ne seraient pas libres aussi d'avoir des relations sexuelles avec les adultes? C'était ça l'idée. Donc ça, c'est les années 70 jusque dans les années 80. Mais aux États-Unis, dans les années 80, il y a un grand mouvement qui vient s'opposer à ça et qui dit maintenant c'est terminé, et donc qui dénonce en fait cette idéologie pro-pédophile. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que reviennent les théories du 19e siècle qui disent non, 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 mais en fait, il ne se passe rien. Pendant les années 70, on a dit il se passe plein de choses et c'est formidable. Tout à coup, on dit non, mais en fait, non, il ne se passe rien. Ce sont les mères qui inventent. Syndrome d'aliénation parentale. Le type qui invente le terme, c'est un Américain, c'est Monsieur Personne. Gardner, c'est un type qui n'a jamais eu rien de publié dans aucun magazine scientifique, qui a menti sur ses titres, qui a écrit des choses mais délirantes. Il racontait que c'était les Juifs qui avaient inventé la prohibition de l'inceste. Bon, voilà, c'était Personne. Mais il a mis au point il a remis au goût du jour des idées qui culturellement sont très porteuses. Et donc, ce syndrome d'aliénation parentale, il a eu un succès phénoménal à travers le monde et il a toujours un grand succès puisqu'en France aujourd'hui, on plaide devant la justice familiale avec cette idée du syndrome d'aliénation parentale. Il y a aujourd'hui en France des formations, des lieux où on forme des magistrats, des avocats, des travailleurs sociaux qui pensent, des psychologues, qui pensent vraiment qu'il existe ce syndrome qui n'a on ne sait même pas comment le définir parce que les promoteurs du syndrome le définissent de manière différente. On dit que c'est la mère qui est atteinte, parce que si c'est un syndrome, c'est une maladie. Bon, c'est une maladie, mais qui est malade? Alors certains disent oui, c'est la mère qui, d'autres disent ce sont les enfants qui. Bon, tout ça, c'est rien du tout, évidemment. Garner avait effectivement des arguments
pour défendre les bienfaits de la pédophilie. Alors, c'était des arguments pseudo-scientifiques, hein. Ils racontaient que les relations entre adultes et enfants, ça avait été très utile du point de vue évolutionniste. Bon, en revanche, il y en avait un qui était beaucoup plus gratiné que lui, et qui est encore cité par plein de gens aujourd'hui, hein, qui défendent ses idées, c'est Underwager. Alors Underwager, c'est à la même époque, hein, les années 1980. La particularité, c'est qu'il est pasteur et qu'il est psychologue. Alors lui aussi, hein, sur le plan scientifique, un zéro pointé. Alors lui était beaucoup plus revendicatif. Lui, il disait, soyez fiers d'être pédophile. Voilà. Donc là, c'est très clair. Alors, on est vraiment dans la pédocriminalité pure et dure. Et lui aussi a développé ces idées que c'était les mères qui inventaient. Alors c'est très étonnant, c'est très paradoxal. Parce qu'à la fois, ils défendent la pédocriminalité, enfin qu'eux considèrent comme de la pédophilie. Et en même temps, ils disent qu'il ne se passe rien, que ce sont les mères qui inventent tout. Donc c'est très paradoxal. Et ça veut dire que quand on regarde bien tout ça, selon les moments, soit on est à une époque de déni, et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le syndrome d'aliénation parentale, hein, bon, il ne se passe rien, soit on est dans la légitimation. Et c'est ce qui s'est passé partout en Occident dans les années 70. Quand vous lisez aujourd'hui les magazines, parce que dans tous les pays occidentaux, il y avait des magazines qui étaient vendus en kiosque, avec des photos d'enfants nus, etc. Il y en avait 4 en France, dont un qui avait son adresse postale au journal Libération. En Allemagne, il y a eu un énorme mouvement soutenu par les écologistes. Enfin, ça a traversé tout l'Occident, et eux étaient dans la légitimation. C'est très bien que des adultes aient des relations sexuelles avec des enfants, c'est Maznev en France et d'autres. Et donc on est dans l'un ou dans l'autre. Et aujourd'hui en France, on est dans les deux. On est à la fois avec les syndromes, alors il y a aliénation parentale, il y a syndrome de Médée, syndrome de Munchausen par procuration. Enfin, on invente toutes sortes de trucs où on détourne des choses pour justifier tout ça, mais dans le déni. Et à la fois, on a une légitimation qui continue à exister en France par le fait que on correctionnalise des viols d'enfants. Alors pourquoi on les correctionnalise, ou plutôt comment on les correctionnalise? On part de l'idée qu'on n'est pas certain que l'enfant n'ait pas donné son accord, n'ait pas été d'accord pour avoir une relation sexuelle avec l'adulte. Et si l'enfant a été consentant, ce n'est pas un viol, et donc c'est un délit. Ce n'est pas un crime. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, on rend légitime le fait qu'un enfant aurait pu, qui sait, vouloir une relation sexuelle avec un adulte. Alors le problème c'est, oui mais à partir de quel âge? Et la question s'est posée. Et les plus hautes juridictions en France ont décidé que c'était 5 ans. À partir de 5 ans, un enfant peut décider d'avoir une relation sexuelle avec un enfant, avec un adulte, et à ce moment-là, ce n'est plus un viol, c'est une atteinte. Une atteinte, bon, 5 ans, c'est difficile à imaginer. Il y a un tribunal de Saint-Malo, récemment, qui l'a appliqué sur un enfant de 4 ans. Donc ça veut dire que là, on est clairement dans la légitimation. Donc voilà, on est dans l'un, dans l'autre, ou parfois dans les deux. Une autre forme de déni, moi je le vois comme ça, c'est le problème de la justice. C'est-à-dire que dans des pays comme la France et la Belgique, la justice est dans une misère absolue, d'une part. Et on ne voit pas bien nos gouvernants actuels, ou récents, ou futurs, mettre beaucoup d'argent dans la justice. C'est pas là qu'ils veulent investir. Premièrement. Deuxièmement, il y a des priorités. Et la justice ne peut pas tout faire, et donc elle a des priorités. La priorité, ce ne sont pas les violences. Alors, tout ce qui touche aux violences conjugales, on nous fait croire que c'est devenu prioritaire. En fait, ça l'est très peu. Ça l'est à certains endroits, mais ça l'est très peu. Et puis, il n'y a pas de moyens derrière. Et les violences contre les enfants, alors là, ça c'est vraiment la partie la plus pauvre, qui a d'ailleurs été dénoncée par des juges des enfants, notamment en région parisienne, en disant quand on décide d'une action éducative, par exemple, c'est parfois 1 an ou 1 an et demi après qu'elle est mise en place, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas la priorité. Les enfants, c'est pas la priorité des gouvernants.
C'est pas la priorité de la justice, qui n'en a pas les moyens de toute façon. Les enfants, ça fait pas de bruit, hein. Le mot enfant, infans en latin, ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Les enfants ne parlent pas. Ils font pas de pétition, ils votent pas, ils manifestent pas, ils font rien, ils souffrent en silence et ils écrivent un livre 20 ans plus tard, hein. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, donc c'est pas la priorité. Et donc, effectivement, la correctionnalisation, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Alors, moi, il y a un magistrat qui m'a soutenu une autre thèse qui est pas inintéressante. Il m'a dit, aujourd'hui, quand on décide qu'un viol d'enfant va être jugé aux assises, d'abord ça prend plus de temps. Donc pour les victimes, c'est lourd. Quand c'est correctionnalisé, c'est plus rapide. Mais surtout, dans la culture actuelle et dans la tolérance et les stéréotypes qu'on connaît dans nos sociétés, eh bien, il y a des juges qui ont peur de mettre ça dans les mains d'un jury populaire. Parce que si l'avocat de la défense vient plaider le fait que finalement on ne peut pas démontrer que c'était un viol et que peut-être que l'enfant était d'accord, puisque la loi le permet, même si l'enfant a 8, 9, 10 ans, même si la gamine a été violée par 12 ou 13 pompiers, euh, il est toujours possible, et on le voit d'ailleurs, on voit des exemples, qu'un jury populaire ne condamne pas le violeur et considère que finalement on ne peut pas démontrer, on ne peut pas être sûr que c'était un viol parce que lui clame haut et fort que l'enfant ou le préadolescent voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Et donc il semblerait qu'il y ait des magistrats qui se méfient des jurys populaires et qui préfèrent envoyer le dossier vers la correctionnelle en se disant des juges, des magistrats professionnels, eux ils condamneront, alors bon ce sera moins d'années de prison mais au moins la personne sera condamnée. Évidemment, symboliquement, c'est très violent parce que, effectivement, non seulement on passe d'un crime à un délit, mais enfin bon, ça passe encore, mais surtout, on passe d'un viol à un non-viol. C'est surtout ça l'histoire. Ça veut dire qu'on dit à la victime, on ne croit pas que tu as été violé, on croit qu'il y a une relation sexuelle entre toi qui es mineur et lui qui est majeur, la loi l'interdit, mais on part du principe qu'on n'est pas, en tout cas, on n'est pas sûr du tout que tu aies été violé. Ça veut dire que la parole de la victime, elle compte pour pas grand-chose. Même dans des cas vraiment où, enfin, je pense à cette histoire de cette gamine qui a été violée par toute une caserne de pompiers, dans des circonstances, mais abominables, abominables. Une gamine qui elle-même était déjà en grande difficulté, qui a commis des tentatives de suicide, enfin, quand on entend ces gens venir nous dire si elle était consentante et c'est elle qui demandait tout ça, euh, c'est pas entendable. Quoi qu'il en soit, c'est pas entendable et effectivement, c'est de l'ordre du crime. Qu'il y ait des magistrats pédophiles, ça, on le sait. Il y a des affaires. On sait que la pédocriminalité, c'est transversal, c'est toutes les professions. Donc, bah, il y a statistiquement autant de magistrats pédophiles que de pédocriminels, que de maçons ou que d'électriciens ou de chômeurs. Bon, donc il y en a. Je pense qu'il y a des endroits où ça peut peut-être expliquer certaines choses. Parce qu'il y a quand même des foyers qui sont plus que suspects et où les pédocriminels sont quand même traités avec une mansuétude assez surprenante et suspecte. Après, pour le reste, non. Ça n'explique qu'un fifrelin. Mais pour le reste, je pense que les magistrats, bah, d'abord, il y a de tout. Il y a des magistrats qui sont bien conscients du problème, qui font ce qu'ils peuvent, ce qu'elles peuvent, avec les moyens dont ils disposent, dont elles disposent. C'est-à-dire les moyens, c'est vraiment pas grand-chose. Ils croulent sous les dossiers. Moi, j'ai parlé avec des magistrats qui m'ont raconté leurs conditions de travail, mais c'est incroyable, on n'oserait pas mettre ça dans un film. Une magistrate qui m'a raconté que les pièces, par exemple, de ces dossiers n'étaient pas numérotées parce qu'il n'y avait pas le personnel pour le faire, et que donc il y a des pièces qui se perdent. Voilà, parce que, bon, ça c'est l'état général de la justice. Donc dans ce cadre-là, évidemment, ça bénéficie aux dominants, aux plus forts, aux plus puissants. Ça bénéficie à celui qui va avoir les bons avocats, ça bénéficie à celui qui commet certains crimes et délits pour lequel finalement on va se mettre à douter. Et ça ne bénéficie certainement pas aux enfants victimes d'agressions sexuelles et de viols. Ça, c'est sûr, et à leur mère. Et puis, le fait
de disposer d'une idéologie, parce que évidemment les magistrats, ils vivent dans la même société que nous, donc ils ont aussi, comme nous, on a tous des stéréotypes, et ils fonctionnent aussi avec des stéréotypes, parfois sexistes, sans le savoir, y compris les femmes. Et donc avoir sous la main une théorie comme le syndrome d'aliénation parentale, qui semble scientifique, qui se donne les apparences d'une science, d'une pseudo-science, mais d'une science, euh, avoir ça sous la main, comme solution miracle, bah, quand on n'a pas les moyens de faire quelque chose, bah, c'est une solution toute trouvée. Hein. L'enfant a dit que son père avait fait ceci, avait fait cela, il s'est confié à plusieurs professionnels, il a raconté ça à des voisins, il a raconté ça à tout le monde. Il a des blessures à l'anus qui sont plus que suspectes, mais c'est pas vraiment une preuve non plus. Le père, lui, il dit que non, évidemment, qu'il ne s'est jamais rien passé. La parole de l'enfant n'a pas été recueillie correctement. Donc il a été entendu, moi j'ai entendu des choses mais affolantes, hein, des enfants qui sont questionnés par deux policiers en uniforme dans le bureau d'une directrice d'une école. Et un enfant qui ne dit rien. On dit l'enfant n'a rien dit. Ben oui, il n'a rien dit, mais c'est pas parce qu'il n'a rien dit qu'il n'a pas des choses à dire, en tout cas pas de cette manière-là. Et donc au final, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça l'idée, hein. C'est ben voilà, c'est la mère qui pose problème. Puis ça tombe tellement dans les stéréotypes. Les mères, c'est toujours un problème, les mères. Hein. Les enfants autistes, on a dit que c'était les mères. Les enfants ceci, on dit que c'est les mères. Quand il y a un problème avec un enfant à l'école, ben, c'est sans doute la mère. Et puis même, regardez, dans la littérature, dans le cinéma, quand quelqu'un a des troubles psychiatriques, c'est la mère. Hein, c'est toujours. Hein. Le père, chez Woody Allen, j'ai jamais vu, moi. Hein. La mère, oui. Bah oui, mais c'est ça, c'est toujours, hein, c'est la mère qui est problématique, c'est la mère castratrice, c'est la mère ceci, la mère cela. Et en plus, les femmes, elles sont pas franches, hein, elles attaquent toujours de biais, voilà, elles sont perfides, voilà, c'est le côté les sorcières. Enfin, tout ça se tient, tout ça se tient. Et donc une femme ait pu inventer des agressions sexuelles, convaincre son enfant, en plus, il y en a qui disent consciemment ou inconsciemment, c'est vraiment de dire oui, ben, papa m'a fait ceci ou fait cela. Gardner le disait en toutes lettres. Gardner, alors lui, il était persuadé que les femmes étaient vraiment des monstres, et alors il disait. Oui, il y a des mères qui disent à leurs enfants, on va faire une blague, on va aller au commissariat et tu vas dire que papa t'a touché le zizi. Ça va être une bonne blague. Mais bon, alors on sait bien qu'il y a des dénonciations calomnieuses, ça peut arriver, mais toutes les études montrent que c'est infime, que statistiquement ça ne pèse rien, et puis surtout, on sait que toutes les mesures montrent qu'il y a, alors moi je dis 6%, en réalité je suis très prudent, parce que plus je lis des choses et plus je vois que beaucoup d'études disent plus que 6. Mais en disant 6, on est vraiment, vraiment certain de ce qu'on dit. 6% des enfants qui subissent une agression sexuelle ou un viol avant la fin de l'adolescence. 6%. Ça veut dire presque 2 enfants dans chaque classe d'école. Donc, si tous les enfants qu'on produit en justice qui disent qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles, sachant que les 6%, c'est majoritairement dans le cadre familial ou très proche, si tous ces cas, ce sont des syndromes d'aliénation parentale ou d'autres histoires du même type et qu'en finalement, il ne se passe jamais rien, mais alors où sont les 6%? Donc, il faut bien qu'ils existent quelque part. Donc, voilà, donc on a la mesure des choses, on a des certitudes aujourd'hui par rapport à ça, parce que ce sont des études qui ont commencé dans les années 80 au Canada, et maintenant, puis en Angleterre, et puis il y en a partout, et on arrive toujours au même constat. On sait que le phénomène existe, on sait que c'est un phénomène de masse, on sait que c'est un phénomène qui est ancré dans un fonctionnement culturel du rapport aux enfants, mais on ne fait rien. Face à une situation problématique où il y a peut-être des agressions incestueuses, des viols, des agressions sexuelles d'enfants dans le cadre familial, les magistrats ont recours à deux types de personnes. Alors d'une part, il y a des travailleurs sociaux qui vont faire des aides à l'éducation, milieu ouvert, ou qui viennent chez les gens pour vérifier que tout se passe bien, pour donner quelques conseils et pour faire des rapports au juge. Et d'autre part, les experts. Alors les experts, pédopsychiatres, psychologues, psychiatres. Bon. Alors, des deux côtés, il y a un problème. Du côté des travailleurs sociaux, le problème, c'est que ce sont des gens qui travaillent généralement pour des structures associatives.
euh, et dans ces structures associatives, on organise des formations et des colloques pour défendre toute l'idéologie, alors eux ne le disent pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, pro-pédophile, syndrome d'aliénation parentale et autres. Donc tous ces gens sont gorgés d'un pseudo-savoir sur toutes ces théories, sur toute cette idéologie. Et donc, quand ils sont confrontés à un problème d'agression sexuelle dans le cadre familial, directement, ils vont penser à ça et se dire, mais non, mais sans doute que monsieur n'a rien fait. Et donc, on donne un blanc-seing au monsieur et on se retourne du côté de la mère et on pense que la mère est problématique. Alors ça, c'est vraiment un réflexe que j'ai retrouvé dans plein de dossiers, plein, avec parfois des rapports qui sont faits par ces gens, euh, qui sont mis en position de pouvoir quand même. Parce que ce sont des gens qui ont une formation d'assistant social, et tout à coup, on leur dit qu'ils sont capables de faire un diagnostic. Parce qu'un syndrome, c'est un problème médical. Et tout à coup, ils se prennent pour des médecins. Tout à coup, on leur dit, mais vous êtes capable vous avez suivi une formation de 2 jours et on vous a appris à déceler un syndrome. Et donc, quand on donne du pouvoir comme ça, parce que c'est un pouvoir quand même très important, ces gens, pour certains d'entre eux, ils vont en user. Et ils sont nombreux à en user. Quant aux experts, alors les experts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent être mandatés par un juge, mais ils peuvent être produits aussi par une des deux parties, puisque les deux parents peuvent mandater à leurs frais un expert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des experts qui ont fait un véritable commerce d'expertise, où systématiquement ils viennent avec l'idée que c'est un syndrome d'aliénation parentale. Donc si vous êtes un père incestueux, que vous vous retrouvez devant la justice, eh bien vous mandatez tel ou tel expert, connu pour ça, et il viendra devant la justice pour dire c'est un syndrome d'aliénation parentale, monsieur n'a rien fait, c'est madame qui est coupable, ou qui est malade ou autre, et donc je recommande de remettre l'enfant à la garde non plus de la mère, dont il faut la couper, Gardner proposait ça, et la remettre à la garde du père que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel. Et donc, il y a un commerce qui est fait de ces expertises. Commerce, alors je n'ai pas les chiffres, mais semble-t-il juteux, puisque il y a des gens qui en ont fait usage et qui l'ont raconté, notamment dans des livres, disant que c'était des expertises qui coûtaient très cher. Voilà, et donc évidemment, ces gens-là sont des promoteurs. Je pense par exemple à quelqu'un comme Paul Bensoussan en France, qui est le grand promoteur du syndrome d'aliénation parentale, qui lui-même vend ses expertises où très souvent il conclut au syndrome d'aliénation parentale. Voilà, donc évidemment, quand un enfant dénonce des agressions dont il est victime, face à ces gens-là, évidemment, sa parole, elle ne vaut rien. Elle vaut rien du tout. Des travailleurs sociaux disent qu'il ne s'est rien passé, que monsieur est tellement gentil, est tellement bon papa et que la maman, elle est horrible. Et puis l'expert vient, parfois sans avoir rencontré les victimes, très souvent même sans avoir rencontré les victimes, pour dire non, mais il ne se passe rien, c'est madame qui a un problème. Voilà, c'est comme ça que des mères ont été mises en garde à vue, que des mères sont menacées de prison si elles continuent à dénoncer des agressions sexuelles. Et voilà, c'est tout un système très bien rodé et qui est en train, je pense, même de prendre de l'ampleur en France, parce que je vois fleurir à gauche et à droite des annonces de formation. Donc on forme ces gens-là à ces pseudo-théories. Alors certains disent anti-victimaires, moi je dis pro-pédophiles. Il y a une troisième catégorie qui entre en action, ce sont tous les gens qui vont faire des signalements. Alors, qui fait un signalement? Euh, il y a la nounou, il y a la gardienne des enfants, la dame qui travaille à la crèche, la maîtresse d'école, le médecin de famille. Alors, très souvent, évidemment, on se tourne vers le médecin de famille quand c'est comme ça. Le médecin de famille entend l'enfant, constate parfois des blessures physiologiques et autres. Et puis, souvent, l'étape suivante, c'est le pédopsychiatre. On consulte un pédopsychiatre qui lui-même va relever la parole de l'enfant. Alors, les, dans l'éducation nationale, maintenant, il y a un système qui protège les enseignants. Et donc, là, la situation est moins violente. Mais pour les médecins, c'est très grave. Parce qu'en réalité, euh, les médecins se mettent en danger quand ils font un signalement. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, la loi ne les oblige pas formellement à faire un signalement.
C'est-à-dire qu'elle les oblige à faire un signalement, mais ils sont pénalement responsables si jamais ils font un faux signalement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un faux signalement? C'est un signalement qui ne donne pas, qui ne débouche pas sur une condamnation. Le problème, c'est qu'en France, la justice classe près de 70% des plaintes. Ça veut dire que quand un médecin de famille constate qu'il lui semble évident qu'il se passe quelque chose de grave, et qu'il repère, parce que les médecins savent qu'il y a un certain nombre de signes qui ne trompent pas, et qu'il pense qu'un enfant a été victime d'agression sexuelle ou de viol dans sa famille, quand le médecin fait un signalement, eh bien, il sait que à 70%, il risque d'être incriminé. Alors, de deux manières. D'abord, pénalement, mais aussi devant le Conseil de l'ordre départemental, qui est le premier niveau. Alors là, si jamais le père et les associations de pères comme SOS Papa ont donné dans leur magazine même des lettres qu'il suffisait de recopier en mettant le nom pour porter plainte, parce que ces associations, évidemment, poussent tous leurs membres et tous les pères à porter plainte contre les gens qui les ont dénoncés, eh bien, donc ça veut dire que le médecin va se retrouver devant le Conseil de l'ordre et dans un certain nombre de cas, eh bien, va être condamné par 3 confrères qui sont là comme juges, mais les confrères en question, souvent, sont les confrères qui n'y connaissent goutte. On peut avoir un proctologue, un chirurgien et je ne sais quoi, et un cancérologue, qui connaissent absolument pas le sujet. Et lui, même s'il est pédopsychiatre, et qu'il vient et qu'il dit de bonne foi, j'ai fait ce signalement parce que je pense que cet enfant est victime d'agression sexuelle ou de viol, il peut être condamné. Et parfois, il y a des condamnations très lourdes qui sont tombées. Il y a une femme médecin, Catherine Bonnet, que je cite longuement dans le livre, qui a été longuement interdite d'exercer, qui a pris une sanction beaucoup plus lourde que certains agresseurs sexuels eux-mêmes. C'est ça qui est fou. Elle a été totalement blanchie, mais après, entre-temps, elle a dû fermer son cabinet. On a cassé la carrière professionnelle de cette femme, qui était en plus spécialiste de cette question, et les associations de pères comme SOS Papa se sont fait une gloire d'avoir eu sa tête. Donc on voit bien que là, idéologiquement, il y a quelque chose qui se joue, que tous les outils sont utilisés, que ce soit travailleurs sociaux, experts, les menaces contre les médecins, ou même d'autres, parce qu'on a vu aussi que certains travailleurs sociaux avaient pu être licenciés parce qu'ils avaient dénoncé des choses. Tout est mis en place en fait pour que la parole ne puisse jamais s'exprimer, pour que les enfants ne s'expriment pas. Et donc on a MeToo. Alors MeToo, on a fait tout un foin autour de ça. Il y a une chose qu'on n'a pas vue dans MeToo, c'est que la plupart des victimes étaient victimes quand elles étaient mineures. Tout le monde a en tête que MeToo, ce sont les agressions sexuelles de femmes. Non, dans beaucoup de cas, ce sont les agressions sexuelles de petites filles, ou de fillettes ou d'adolescentes. Très souvent dans le cadre familial. Et voilà, mais ça reste transparent pour le reste de la société. Alors, si au moment de MeToo, on n'a pas pris acte du fait que les victimes avaient été victimes très souvent dans l'enfance, c'est aussi parce que je pense que la révélation de ce phénomène, qui est un phénomène de masse, 6% des enfants, c'est très massif. Si vous prenez les enfants qui sont scolarisés en France aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes. C'est très important. Mais c'est comme la violence conjugale. Jusque 2001 en France, on pensait que la violence conjugale, c'était quelques femmes qui étaient battues par des types qui picolaient. Et puis tout à coup, on se rend compte que c'est un phénomène extrêmement massif. C'est exactement la même chose. Alors, il y a plusieurs obstacles à ce qu'une société prenne en compte un phénomène tel que celui-là. Le premier, moi j'appelle ça des coûts. Le premier coût, il est économique. Ça coûterait une fortune. Et c'est pas ça coûterait, c'est ça coûtera. Parce que moi, je veux croire qu'un jour, on mettra fin à ça. Ça va coûter une fortune. Il faut le faire. Ça va coûter une fortune. Mais de la même manière que lutter contre les violences conjugales, ça coûte beaucoup d'argent. Mais, et alors, il faut le faire. C'est quand même une priorité. On ne le fait pas pour l'instant. Il manque de place, il manque de places d'hébergement, il manque de tout. Bon, les violences sexuelles et les viols d'enfants, ça aurait un coût parce que, en termes de justice, si demain la justice prenait en compte le phénomène, il y aurait des queues de kilomètres devant les tribunaux pour tous ces jugements. Il y aurait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jugements ou de dossiers à instruire.
On ne voit pas trop comment ce serait possible là tout de suite. Deuxièmement, il y a un coût culturel, parce que dans ces cas de violences sexuelles et de viol d'enfants, majoritairement, très majoritairement, ça se passe dans le cadre familial. Ça veut dire que le coût culturel consiste à accepter que la famille est l'endroit où on viole les enfants le plus souvent. Voilà. Et ça, culturellement, c'est quelque chose de très compliqué. L'idée que ce soit les pères qui soient les auteurs les plus fréquents, et de loin, que ce soit des hommes, hein, ça c'est sûr, que les agresseurs sont à 98% des hommes, et que parmi eux, essentiellement des pères, eh bien, c'est un coût culturel très important parce que ça remet en question toute l'organisation sociale. Puisque le père, c'est le chef sur la famille, hein. Je vous le disais tout à l'heure, il est à la fois le chef, il a autorité et il est propriétaire du corps des femmes et des enfants, et il est traditionnellement le représentant du père qui est au-dessus d'un ensemble beaucoup plus grand. Alors, par exemple, le roi de France était, on le voit dans la littérature, considéré comme le père de ces sujets, sur qui il a autorité et protection. Et puis, après la Révolution, et après l'Empire, on arrive à la République, et le président de la République est présenté comme le père de la nation. Encore aujourd'hui, l'expression existe encore, le père de la nation. Et puis, traditionnellement, le roi était sacré de manière religieuse. Donc ça veut dire qu'au-dessus, il y a un autre père qui est Dieu. Et dans les religions monothéistes, voilà, Dieu, c'est le Père. On s'adresse à lui, hein. Notre Père, la prière des chrétiens, c'est le Père du dessus. Et puis entre eux, il y a d'autres pères intermédiaires. Il y a des pères de substitution. Il y a le père. Quand il y a eu des agressions, on a révélé des agressions sexuelles dans le cadre du sport, le patinage artistique. Alors moi, ça m'a frappé que des victimes parlaient des entraîneurs comme de pères de substitution. Elles employaient le mot père. Hein, c'était comme un père, on le considérait comme un père. On avait une relation comme ça avec lui. Bon. Et puis, il y a évidemment le prêtre. Le curé, on l'appelle mon père. Le mot abbé en araméen veut dire papa. Le mot pape aussi, en latin. Et puis, il y a le patron. Alors, dans la tradition paternaliste, on considère que le chef d'entreprise doit se considérer comme le père de ses ouvriers, de ses employés, en leur fournissant un certain nombre de choses, une protection. Et donc on voit que tous les lieux de pouvoir, symboliquement, sont marqués du sceau du père. Si maintenant, culturellement, vous retirez le tapis en dessous de tous les meubles, tout s'écroule. Si vous commencez à dire que le père, c'est aussi celui qui viole, où va-t-on? À une époque où on a 500 000 personnes qui manifestent dans la rue pour dire un enfant c'est un papa, une maman, et où ce pouvoir familial très archaïque, très classique, il est réaffirmé en permanence, et où quand on voit les statistiques, les enquêtes, les Français disent encore hein, que la valeur refuge c'est la famille, c'est l'endroit où on est protégé, où on est en sécurité. Mais non, non, c'est l'endroit où les femmes sont le plus en danger, en termes de violence physique, en termes de violence sexuelle, et les enfants aussi. Donc il y a un coût culturel qui est colossal et il y a un coût psychologique. Donc il y a un coût économique, culturel et psychologique. Et psychologique, c'est le fait que c'est douloureux de vivre avec cette idée-là. Moi, j'ai trouvé ça douloureux d'écrire ce livre. Bon, d'abord parce que je pensais aux victimes, mais même par rapport à mes propres enfants, de me dire que statistiquement, il est hautement probable que je connaisse des hommes qui ont des problèmes avec ça et que je ne le sais pas. Et ces hommes-là, c'est qui? Ça peut être un ami, un voisin, un frère, mon père. C'est là. Voilà. On vit ça avec ça autour de nous. C'est écrit sur le front de personne. Ça veut dire que je peux confier mes enfants à qui? À mon beau-frère? À mon frère? À mon meilleur ami? Et vivre avec ça, ça rend paranoïaque évidemment, hein. C'est une suspicion, mais en même temps qui s'appuie sur un phénomène qui existe réellement. Donc il y a un coup psychologique qui est terrible. Je termine le livre en disant on vit mieux en ne sachant pas. Et vraiment, je pense qu'on vit mieux, on vit plus tranquillement en ne sachant pas. Et donc quand on additionne ces trois coups au changement par rapport aux agressions sexuelles et aux viols d'enfants, le coût économique, bah, c'est un frein magistral. Le coût culturel, c'est un frein très efficace. Et le coût psychologique fait que quand il y a eu la campagne MeToo, on a oublié de voir que les victimes étaient souvent des victimes dans l'enfance ou dans l'adolescence. On a dit MeToo, c'est les femmes qui sont agressées. Et on n'a pas voulu voir parce que c'est tellement inconfortable que peut-être la moitié d'entre elles, ou plus,
C'était, en tout cas, elles avaient été pour les premières fois victimes avant d'être majeures. Mais les systèmes sociaux, ils ne bougent pas en un quart d'heure. Hein. Le patriarcat, il est là depuis 200 000 ans, et voilà qu'au XXe siècle, tout à coup, il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose de très important. L'idée même de l'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, alors on n'y est pas encore, on est loin du compte, mais rien que le fait que cette idée-là nous paraisse d'ailleurs assez banale à exprimer, mais c'est une révolution absolument incroyable. Donc on est à un moment de transformation anthropologique majeure qui nous paraît extrêmement lente, alors qu'elle est extrêmement rapide si on met ça à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire sur moderne, hein, l'homme moderne, l'homo sapiens, donc sur 200-250 000 ans. Mais la première des choses, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle vient parce que des scientifiques s'intéressent à ces questions et qu'on documente. Mais ça ne suffit pas. On peut parfois documenter un phénomène pendant très longtemps avant d'entraîner une transformation sociale. Les violences conjugales, c'est très documenté depuis très longtemps en Amérique du Nord, par exemple. Bon, est-ce qu'on a fait reculer la violence conjugale? C'est pas sûr du tout. Les agressions sexuelles et les viols d'enfants, c'est documenté depuis les années 80 au Canada, puis c'était en Angleterre, et puis aujourd'hui dans tous les pays occidentaux. Mais ce savoir, il reste chez les sociologues, chez les criminologues, et il ne passe pas, en tout cas, la barrière des médias. On ne parle pas de ça. C'est un sujet dont on ne veut pas parler parce que c'est un sujet, c'est touchy, c'est difficile, c'est douloureux de parler de ça. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens sont conscients que de leur entourage, il y a des gens qui ont été victimes. Quand je parle de ça, et que je dis aux gens, mais est-ce que vous connaissez, vous, et les gens réfléchissent, ils me disent, ah oui, c'est vrai dans le fond. Maintenant, vous le dites, bah oui, c'est vrai que ma belle-sœur a été victime, ma meilleure amie a été victime, et en fait, oui, j'en connais trois, hein, j'en connais quatre. Et donc, intuitivement, on peut avoir une conscience du phénomène. Quand je dis que c'est 6% de la population, souvent les gens ont un moment de recul, et puis je leur cite les études extrêmement nombreuses qui arrivent à ces conclusions. Et là, même des journalistes, parfois, sont très surpris. Et quand on dit aujourd'hui les enfants scolarisés, 6%, c'est 720 000 enfants, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 720 000 enfants scolarisés qui ont été, qui sont ou qui seront victimes d'au moins une agression sexuelle ou d'un viol avant la fin de leur adolescence. 720 000, là maintenant. Donc, quand on mesure ça, comme on peut le faire aujourd'hui, eh ben, il faut du temps pour entraîner une transformation sociale parce qu'il y a des freins. Le coût économique, le coût culturel, le coût psychologique. Et que pour l'instant, les freins sont plus puissants que le désir de changement. Parce que qui désire changer ça? Bon, pas grand monde. Alors, quand on voit les associations, elles sont très maigres. Ce sont des associations de maires, mais elles sont très peu nombreuses, parce que souvent elles sont déjà tellement prises par leur propre situation qu'elles ont peu de temps pour militer, hein, et puis elles sont dans des états, vous imaginez. Euh, il y a des associations où on trouve plutôt des anciennes victimes, mais bon, c'est trop tard, c'est 20 ans, 30 ans plus tard. Les enfants, évidemment, ils ne sont pas dans des associations, donc tout est fait d'une certaine manière pour que le processus soit lent. Et ces processus-là, c'est ce qu'on appelle des émergences. Alors des émergences, c'est le fait que, alors, grosso modo, on dit qu'une émergence, c'est quand on additionne deux éléments et que l'addition des deux fait apparaître une caractéristique qui n'appartient à aucune des deux qu'on a additionnées. Alors, par exemple, si on prend la révolution féministe, pourquoi c'est au XXe siècle que tout à coup les femmes, on dirait qu'elles se réveillent tout à coup? Bah non, elles savaient bien avant qu'elles étaient dominées. Mais avant ça, on leur coupait la tête ou on les brûlait en place publique. Et au XXe siècle, tout à coup, il se passe quelque chose, ça devient possible. Et dans nos pays, elles ont même obtenu, sur le plan légal, 100% des mêmes droits que les hommes, même si les droits ne sont pas effectifs. Pourquoi au XXe siècle? Parce qu'il y a eu avant ça des transformations sociales qui n'ont rien à voir avec ça. C'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, la réduction du nombre d'enfants par femme, les modifications profondes des conditions de travail dans la révolution industrielle, la sécularisation de la société, le recul du sacré, parce que le père il est sacré, hein, bon, le recul du sacré,
etc., etc. Et plein de phénomènes qui parfois n'ont rien à voir avec les relations entre les hommes et les femmes, mais qui font que, quand on les met ensemble, c'est comme un mélange chimique qui est prêt pour une transformation. Et il faut un catalyseur pour provoquer la transformation. Et le catalyseur, c'était le mouvement des femmes, qui n'aurait pas été entendu un siècle plus tôt, ou encore moins 10 siècles plus tôt. À ce moment-là, il devient presque audible, et puis un peu audible, et puis audible. Et aujourd'hui, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans les médias, c'est là. C'est devenu un sujet. Moi, quand j'ai fait un film, La domination masculine, qui est sorti en 2009, c'est hier, c'était pas audible. On me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Domination masculine. Et des journalistes de grands journaux me disaient, mais ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, plus personne n'oserait dire une chose pareille dans les médias, à part Éric Zemmour, peut-être, et un ou deux autres. Mais la question d'égalité, elle a émergé. Eh bien, pour les questions relatives aux agressions sexuelles et aux viols d'enfants, ça n'a pas encore émergé. On a le savoir, on a mesuré le phénomène, et derrière, rien. Donc, il faudra encore sans doute beaucoup de livres, d'émissions de télévision pour qu'il y ait une prise de conscience suffisamment forte pour entraîner un changement. Ce qu'il faut bien dire, c'est que sur le plan sociologique, les grands médias ont, enfin, quand je dis les grands médias, ce sont les médias qui désirent toucher un public très large, ils ont un très gros problème avec tout ce qui est systémique. Voilà. Et radical. Même pas radical, juste systémique. Voilà. Donc, par exemple, parler du viol des femmes. Oui, alors on va faire un documentaire où on va donner la parole à des victimes qui vont raconter des choses évidemment abominables, mais personne ne va faire une analyse systémique qui consisterait à dire, oui, le viol, c'est le produit de notre société, c'est le produit de nos valeurs consensuelles, inégalitaires, et qui, dans les métros parisiens, vous regardez les publicités, les femmes sont présentées comme des objets sexuels. Vous allumez la télévision, vous voyez des femmes qui vous sont présentées comme des objets sexuels. Et c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Elle est omniprésente, et c'est pas juste les types qui sont des violeurs. C'est notre culture qui pose problème. Dire que ça fait système, ça, les médias ont beaucoup de mal avec ça. Et ce qui touche aux violences sexuelles et viols d'enfants, alors là, encore plus. Parce que aller dire dans un média de grande écoute que la famille est l'endroit où on viole les enfants en masse dans notre culture, alors dire pour ailleurs, oui, dire que loin de chez nous, les méchants, ceux-ci ou les méchants, ceux-là, ils sont vraiment très méchants avec les femmes et les enfants, mais nous, on est les gentils, donc c'est pas possible. Dire que nous, en fait, on n'est pas du tout les gentils, et que chez nous, dans les maisons, et y compris chez des gens qu'on connaît, et y compris chez des gens bien, il y a des viols d'enfants, c'est trop douloureux, c'est pas possible. Je pense que le coup psychologique qui fait que c'est trop dur de se dire qu'on vit dans une société où il y a autant de pères ou de beaux-pères ou de grands-pères qui violent leurs enfants, leurs beaux-enfants, leurs petits-enfants, c'est tellement douloureux psychologiquement que on préfère voir les agressions pédocriminelles comme monstrueuses. Alors, monstrueuse, ça vient du latin, c'est celui qu'on montre. Le monstre, c'est le monstre de foire, c'est quelque chose de anormal, hors société, qui est hors du corps social, et qui donc n'a rien de systémique. Alors, on va vous faire, il y a du trou, il y a... Alors évidemment, ces gens qui ont commis des monstruosités, mais ils ont tué des enfants, mais on va mettre beaucoup l'accent là-dessus, pour ne pas parler de ce qui fait la masse statistique. L'ordinaire, c'est-à-dire le pédocriminel du quotidien. Là, en Allemagne, récemment, il y a quelques jours, on a révélé qu'un réseau d'échange de vidéos pédopornographiques avait été démantelé. 30 000 hommes, 30 000, qui regardent des vidéos pédopornographiques. C'est un phénomène de masse. Donc, on préfère le voir à travers quelques individus faits divers stars. Il y a effectivement quelques stars, Maznev, Polanski, parce qu'il y a des polémiques. Et donc, les médias aiment bien les polémiques. Et bon, voilà. Puis il y a deux camps qui s'affrontent, donc ça, c'est parfait pour les plateaux de télévision. Et puis, il va y avoir toutes les croyances, tous les fantasmes
autour de ben, une autre forme de monstruosité d'une certaine manière. Ce sont des groupements sectaires, satanistes, etc. Alors il y en a, hein, évidemment, on sait bien que quasiment dans toutes les sectes, les agressions sexuelles, c'est quelque chose de récurrent, et notamment les agressions sexuelles d'enfants. Dans le fonctionnement sectaire, ça revient très 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 souvent. Donc il n'y a rien d'original là-dedans. Mais c'est vrai que si vous allez sur Internet, vous allez trouver des tas de sites assez complotistes, hein, où on vous raconte toutes sortes de choses qui ressemblent plus à des histoires de films d'horreur qu'autre chose, avec des satanistes une fois, des francs-maçons une autre fois, enfin, tous les trucs qu'on retrouve généralement dans les complots, dans la littérature complotiste. Hein. Euh, et jamais sur ces sites-là, on ne parle effectivement du bon père de famille qui viole son gamin. Alors que, encore une fois, c'est 99% du problème. Il y a évidemment certains sites d'extrême droite, mais le complotisme et l'extrême droite, ça marche bien ensemble. Donc évidemment, on va retrouver cette littérature complotiste sur les satanistes, sur les francs-maçons qui seraient pédocriminels, etc. Bon, ça c'est drôle hein, quand on y pense, mais on va retrouver ça beaucoup à l'extrême droite, chez Soral, chez des gens comme ça. Mais pas que. On va retrouver des thèses complotistes euh, chez des gens bien intentionnés. Mais pourquoi? Moi, j'ai entendu des mères dont les enfants avaient été victimes d'agressions sexuelles ou de viols par leur père, et à qui on avait dit que c'est un syndrome d'aliénation parentale. J'ai souvent entendu des mères tenir des propos un peu complotistes, parce que c'est inexplicable. Vous chérissez votre enfant. Tout à coup, vous vous rendez compte que votre enfant, il a un comportement qui pose vraiment problème. Tout à coup, ça ne va plus du tout. Cet enfant, il a un grave problème. Puis l'enfant commence à mimer des choses qui sont d'ordre sexuel, violentes. Il commence à dessiner des choses, à dire des choses à tout le monde. Parfois, la maman est la dernière à être au courant, parce que parfois l'enfant le dit à d'autres gens avant la maman. Vous n'avez jamais pensé que votre ex-mari, ex-compagnon puisse commettre une chose pareille. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Et tout à coup, on vous dit, c'est vous qui l'avez inventé, vous êtes une mauvaise mère, vous êtes une mère dangereuse, on va vous couper de votre enfant et on va le confier à votre ex-conjoint qui ne s'est jamais occupé de lui, qui était violent avec vous, dont vous pensez maintenant, il y a de bonnes raisons de penser qu'il soit un agresseur sexuel. Eh bien, on va remettre votre enfant à cette personne. Et vous le verrez une fois par mois pendant 2 heures ou 2 fois par mois pendant 2 heures en présence d'un travailleur social qui en plus va vous juger. Mais bien sûr que certaines de ces femmes ne comprennent pas et elles se disent il doit y avoir une explication derrière, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça veut dire que mon ex, il doit être complice avec le juge, il doit avoir des amis en commun, enfin, il y a quelque chose derrière. Et c'est très compliqué de se dire à ce moment-là que ben, c'est un phénomène social d'ampleur dans lequel ces femmes et ces enfants sont aspirés et que non, il n'y a pas de complot. Ou alors si, c'est notre système social d'une certaine manière, qui est un vaste complot, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas un complot, ça, c'est un système social. Et donc, bah voilà, ces idées-là, on les retrouve un peu partout. Et puis, je pense que pour la plupart des gens, c'est plus confortable hein, de se dire, sont quelques agresseurs un peu bizarres, hein, qui violent des enfants dans les caves, c'est pas mon voisin, c'est pas mon ami, c'est pas mon frère. Il suffit de regarder la culture populaire, notamment des séries télévisées très connues, policières. La question des viols d'enfants, des agressions sexuelles d'enfants, c'est omniprésent. Il y a le tueur en série et le pédocriminel. Hein. Dans beaucoup de séries américaines policières, c'est le fond de commerce. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui reste bah, qui dit monstre, donc quelque chose qu'on montre, dit spectacle. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du spectacle qui fonctionne bien, mais encore une fois, qui est toujours montré comme un fait divers, donc comme une exception, voilà, et pas comme la règle. Et ce à quoi il faut être amené à penser aujourd'hui, c'est que c'est la règle du fonctionnement euh, le plus, le plus normatif, le plus classique de notre société qui amène au viol d'enfants. C'est ce qu'on appelle le patriarcat, c'est ce que les anthropologues ont appelé le patriarcat. Et tant qu'on n'accepte pas ça, ben on va rester dans le fait divers. Il faut aussi accepter que dans un système complexe comme un système social,
il y a des choses inexplicables. On peut pas, on sait pas. Donc pourquoi MeToo a marché un jour J? C'est inexplicable. Pourquoi pas 2 mois, 2 ans avant? C'est inexplicable. Un jour, une femme a écrit #MeToo, ça a marché, c'est devenu un phénomène mondial. C'est une émergence, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Il y a maintenant un hashtag #IWAS, j'avais, et les gens ajoutent l'âge auquel ils ont été agressés sexuellement ou violés pour la première fois. Et donc là, ça touche évidemment les agressions sexuelles de mineurs. Ça existe, il y en a beaucoup, mais ça n'a pas pris la même ampleur que MeToo. On en parle assez peu dans la presse. C'est tout aussi inexplicable. Et peut-être qu'à l'heure où on se parle, il se passe quelque chose sur Twitter et que dans une semaine, ça va exploser et que ça va devenir... C'est le reflet de l'état de la société à un moment. Plus il y a des gens, et il y en a beaucoup, qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui vont aller sur Twitter pour dire #IWAS et l'âge et dire un mot de leur histoire, ben, plus il y en aura, plus on parlera du phénomène. Le problème, c'est que c'est parfois très difficile. Je pense que déjà, pour une femme, c'est très difficile de dire publiquement j'ai subi un viol. C'est très violent, c'est très courageux. Moi, je trouve ça courageux. Je suis pas sûr que moi je pourrais si c'était le cas. Mais dire j'ai été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol dans l'enfance, c'est l'enfance dans notre imaginaire, c'est quelque chose qui reste sacré, hein. Et donc j'ai été profané. C'est ça que ça veut dire aussi. À une époque où j'étais enfant, alors en plus, tout semble montrer que c'est encore plus difficile pour les hommes que pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été victimes quand ils étaient petits garçons. Il y en a énormément. Pour des raisons culturelles, c'est encore plus difficile pour un homme de le dire. Donc là aussi, tous les freins sont là. Il semblerait qu'il y ait des pédocriminels qui soient bien conscients qu'ils franchissent un interdit et qu'ils font du tort à leurs victimes. Mais beaucoup d'entre eux, pas du tout. Beaucoup d'entre eux, si vous prenez Maznev, ce qu'il a écrit, il vous parle d'histoire d'amour. Il parle d'histoire, il y a plein de pédocriminels qui ont parlé d'histoire d'amour, qui ont parlé ou de sexe, mais sans conséquence. L'idée de la blessure psychique, c'est quelque chose qui est apparu au 19e siècle. Avant le milieu du 19e siècle, on ne sait pas qu'on peut avoir des blessures psychiques. On sait que si on s'est un jour cassé la cheville, on peut boiter toute sa vie, mais on n'a pas encore compris que dans l'esprit, c'est la même chose. On peut aussi boiter toute sa vie si on a été blessé dans l'esprit. Donc, beaucoup de pédocriminels aujourd'hui sont toujours là-dedans et considèrent que tout ça, c'est pas si grave. Mais de toute façon, à toutes les époques, ils ont toujours utilisé des ruses pour ne pas être gênés. Alors, jusqu'au 19e, ils étaient vraiment très peu gênés, puisque la loi ne les punissait même pas. Donc, c'était l'impunité totale. On renversait une petite bergère dans le foin, ou une petite bonne. Moi, j'ai une grand-mère qui était bonne à 13 ans. Bon, bah, à 13 ans, gamine, voilà quoi, hein. Et puis, si elle était enceinte, on la chassait. Donc, ça, c'était avant que les lois n'interdisent les agressions sexuelles et les viols d'enfants. Et puis après, du coup, il y a eu d'autres stratégies qui ont été mises au point par les pédocriminels. Bah, d'abord, la négation, hein, dire bah non, ça n'existe pas, c'est le syndrome d'aliénation parentale qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a la possibilité d'aller dans le tiers-monde. Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup pratiqué et qui l'est toujours aujourd'hui. On va, Maznev aussi, hein, voilà, on va aux Philippines et ailleurs. Alors quand je dis Maznev, il y a beaucoup de gens qu'on voit à la télévision. On va au Maroc, on va aux Philippines, et puis ben, on consomme des enfants, parce que c'est vraiment ça, on viole des enfants, et puis c'est l'impunité totale, donc on passe par là. Et puis, il y a il y a Internet. Et Internet, c'est une quasi-certitude d'être dans l'impunité, puisqu'il y a il y a des méthodes pour passer par le darknet, etc. Et bon, il faut vraiment pas avoir de chance pour se faire attraper. Et donc, bah là, quand on démantèle un réseau, alors quand on dit un réseau,
Il faut bien s'entendre, c'est pas des gens qui se connaissent et qui complotent, c'est simplement des gens qui ne se connaissent absolument pas, mais qui échangent des fichiers à travers le monde avec des inconnus qui ont des pseudonymes, et ce sont des fichiers de vidéos, de photos pédopornographiques. Et certains, d'ailleurs, on sait que pour entrer dans certains réseaux d'échange, il faut fournir des nouvelles images. Et donc certains vont fournir des images de leurs propres enfants, nus, etc. Et puis on voit aussi que des images familiales postées sur YouTube ont été détournées. Et donc des images, par exemple, qui ne devraient intéresser personne, où on voit une petite gamine totalement inconnue faire de la gymnastique dans sa chambre ou au bord de la piscine, jouant avec sa petite sœur ou sa copine, en maillot de bain, ont été vues plusieurs millions de fois. Avec parfois des commentaires en dessous par des pédocriminels, où on a retrouvé aussi dans des échanges de conversations sur le darknet des liens vers ces vidéos familiales pour dire à 3 minutes 27 on voit sa culotte, etc. Donc ben, les pédocriminels ils vont utiliser tout ce qui est à leur portée, soit pour violer des enfants, soit pour parfois en payant, soit pour ben, consommer du viol d'enfants indirectement, parce que pour qu'il y ait des vidéos pédopornographiques, il faut bien que les enfants aient été violés. Et quand on démantèle des réseaux d'échange comme ça, il y a toujours des vidéos avec des bébés. Là, ce qu'on vient de révéler en Allemagne, c'était avec des viols de bébés. Donc voilà, les pédocriminels, ils ont... Et alors en France, bah, c'est sûr qu'avec tous ces syndromes d'aliénation parentale et autres, mais aujourd'hui, déjà 70% des plaintes sont classées en la matière. Aujourd'hui, un homme qui viole son propre enfant, il a une quasi-certitude d'impunité. Quasi-certitude, statistiquement. Il y a évidemment des intérêts financiers parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont monté des business. Hein, il y a eu des grandes affaires, notamment aux États-Unis, au Canada, où on a démantelé des plateformes qui étaient commerciales. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça le nœud du problème. Je pense que souvent, ce sont des réseaux d'échange et ce sont des gens qui possèdent des disques durs avec tout ce qu'ils ont pu collectionner d'images pédopornographiques et puis ils échangent avec d'autres. Ce sont des collectionneurs. Ce sont des collectionneurs qui sont eux-mêmes, alors souvent, hein, des pères de famille, des policiers, des magistrats, des médecins, et qui, dans leur ordinateur, ont des kilos et des kilos et des kilos de vidéos de viol d'enfants. Einstein disait, cette phrase que j'ai mise en exergue de mon livre, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont provoqués. C'est sûr qu'on ne va pas résoudre le problème de la domination masculine, qu'on ne va pas résoudre le problème des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi aux enfants, en restant dans le même système. Puisque c'est le système qui est la charpente de tout ça. Alors, on peut évidemment, à certains moments, mettre en place des solutions qui vont momentanément soulager, mais on ne change pas la donne si on ne change pas le système. Et le système, sur ces questions-là, c'est le système patriarcal. Tant que on vit dans une société qui est pensée en termes de hiérarchisation du masculin et du féminin, et encore une fois, pas seulement des hommes et des femmes, mais même du masculin et du féminin, tant qu'on vit dans une société comme ça, tant qu'on vit dans une société où on pense que celui qui est né avant est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après, tant qu'on est dans une société patriarcale, c'est-à-dire celle de la loi des pères, c'est le titre de mon livre, tant sur la famille que sur l'État, avec cette verticalité du pouvoir, avec le président Jupiter, père de la nation en haut et puis père de la famille en bas, même si ça se rediscute un peu, mais en restant quand même dans des schémas culturels, tant qu'on ne remet pas tout ça en question, ben malheureusement, je pense qu'on ne va pas beaucoup avancer. Et moi, ce que je vois, c'est que il y a, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce phénomène de remise en question du patriarcat par les mouvements féministes. Alors ça passe par les droits. Ça va pas très loin, hein, juste les droits, juste les mêmes droits légaux que les hommes. C'est peu de choses quand même. Hein. Et puis petit à petit, que ces droits soient effectifs. Donc qu'elles aient les mêmes salaires, c'est-à-dire qu'on les considère d'égal à égal entre individus, quel que soit le sexe. Donc, toute fin du XXe siècle, on sent que ça, et début du XXIe siècle, quelque chose est en train de commencer doucement
à s'opérer, on peut espérer, si c'est une émergence, ça va continuer. C'est au même moment que la demande de démocratie, pas de démocratie représentative, de démocratie, apparaît dans nos pays. Aujourd'hui, on a même un président qui, pour le coup, est hyper centralisateur, vertical dans son pouvoir, dans son attitude, dans son mode de gouvernement, qui se retrouve obligé de faire tirer au sort 150 citoyens et citoyennes pour décider d'un certain nombre de choses qu'on va ensuite soumettre au peuple. C'est incroyable. Parce que lui, à mon avis, ne croit pas du tout à ce genre de mode de gouvernement. Il est obligé, d'une certaine manière, de le faire. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Il ne faut pas oublier, les deux demandes des Gilets jaunes en France, c'était cette question de taxe sur l'essence et le gasoil, et c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire qu'il y a une demande. D'où vient-elle? Tous ces gens, ils n'ont pas lu Bakounine. Hein, la pensée anarchiste, elle est ancienne maintenant. Et tout à coup, il y a cette demande de démocratie, qu'on dit directe, mais qui en fait, historiquement, alors il y a un politologue très intéressant, Francis Dupuy-Déry, qui a montré que le terme démocratie, c'est ça, la démocratie. C'est le peuple qui s'organise pour décider d'un certain nombre de choses et que le mot démocratie a été volé. Je pense que si les deux phénomènes, donc la question de l'égalité homme-femme et cette question de la démocratie qui ne soit plus simplement une verticalité qui a remplacé l'ancien système par quelque chose qui lui ressemble mais à durée déterminée, mais par une véritable démocratie, c'est-à-dire une demande d'horizontalité, on dit beaucoup aujourd'hui, hein, que les deux arrivent en même temps, je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est une émergence, ou deux émergences, mais qui ont sans doute des mêmes fondements, et qui arrivent là, et là, alors pour moi, c'est matière à espérer. Parce que ça veut dire que si j'ai raison que ce sont les émergences, on est dans quelque chose de très durable et qui va vraiment s'enraciner, à moins, évidemment, qu'il y ait des catastrophes. Et ça, on peut toujours en avoir, parce qu'une catastrophe peut parfois mettre un terme à une transformation sociale. Mais voilà, ce serait ce qui donnerait à espérer, et notamment en matière de violence sexuelle contre les enfants, bah, c'est une transformation sociale. Mais ça veut dire que ça va prendre du temps. C'est ça qui est terrible de penser comme ça, parce que ça veut dire que même moi, qui ai écrit ce livre, j'ai déjà acquis l'idée que ça va encore durer longtemps. Et que pendant ce temps-là, les enfants sont violés. Et que j'ai pas l'espoir que demain matin, ça va s'arrêter. Et d'une certaine manière, c'est terrible de penser comme ça. C'est terrible, c'est abominable. Et ça veut dire qu'on s'est déjà fait à l'idée, en fait. Et quand on prend conscience du phénomène, eh ben on se fait à l'idée que c'est là et que c'est l'ordre des choses. C'est pas de l'ordre des choses, mais que c'est anthropologique et que malheureusement, ça va durer encore un bout de temps avant que. Alors après, il ne faut pas désespérer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est pour participer à la prise de conscience. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui le font et qui le font très bien, et mieux que moi même. Mais je me suis dit, plus on le fait, et plus on le fait avec énergie et aussi d'une manière, et c'est pour ça que j'ai voulu que ce livre soit lisible par tout le monde, que ce soit pas trop technique, plus on le fait, plus on risque de provoquer une sous-émergence, si je puis dire, parce que parfois, c'est par marche, c'est par strate qu'on avance. Le progrès, il n'est pas linéaire. Hein. Le progrès, il apparaît par couche, par marche. Et qui sait, on est peut-être à la veille d'une marche c'est mon rêve, hein, de prise en compte de ce phénomène et d'illumination de la population qui pourrait se dire, effectivement, on a un souci avec ça, on a un énorme problème avec ça et il faut le résoudre très vite. Et il faut bien se dire, ça c'est une chose très importante, c'est que se dire, oui, bon, on ne pourra pas le faire, ça va coûter trop cher. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à moyen terme, ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Parce que ces victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant l'enfance, on va les retrouver de manière surreprésentée dans les hôpitaux psychiatriques, dans le suicide, dans la consommation de stupéfiants, dans l'alcoolisme, dans la violence. Dans la violence, bien sûr. Il y en a, bien sûr. Et donc, le coût social, il est gigantesque. Donc, je ne dis pas que c'est ça le moteur, hein, mais en tout cas, le coût ne devrait pas être un moteur pour ne rien faire, puisque de toute façon, ça va coûter encore plus cher.